Bah, écoutez, je vois qu'il est 9h34. Je vous propose peut-être de démarrer. Alors tout d'abord, bah, un grand merci pour votre présence à notre webconférence annuelle dédiée au secteur sanitaire et médico-social. Donc nous allons, bah, comme chaque année, parcourir les grands volets de l'actualité du moment. Donc cette année, bah, je serai accompagné alors de Jérôme Huette, ici présent, notre expert RSE, pardon, de Monsieur Manicea, Adrien Manicea, donc de Natixis Interépargne, et qui nous présentera un chapitre attendu sur l'épargne salariale, notamment dans le secteur sanitaire et médico-social. Et enfin, donc Céline Calvérac, notre experte en droit social, qui nous présentera l'actualité sociale de l'année 2024, une actualité, on va le voir, toujours très riche. Alors, donc un sommaire bien divisé en 4 chapitres principaux que je viens de vous évoquer. À l'issue donc de ce format de webconférence qui durera 2 heures, donc c'est un petit peu condensé, mais l'idée c'est aussi de pouvoir participer via le chat. Donc si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. On essaiera peut-être de regrouper les questions si en effet il y en a plusieurs. À l'issue également donc de la présentation, donc au terme des 2 heures, vers 11h30, vous aurez la possibilité, via un QR code, eh bien de pouvoir télécharger le support qui vous sera présenté pendant 2 heures. Alors, un petit mot donc sur PKF Arcillon, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, PKF Arcillon, c'est un cabinet qui est présent dans une trentaine de villes, qui réunit pratiquement 1000 salariés et qui intervient sur les métiers traditionnels de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes et de la paye. Et notre particularité, eh bien, c'est d'avoir des expertises sectorielles, dont celui de l'économie sociale et solidaire, et en particulier celui du secteur sanitaire et médico-social. Alors Adrien, je vous laisse peut-être présenter le crédit coopératif. Merci Julien. Donc effectivement, je suis moi-même donc Adrien Manicea de Natixis Interépargne. Donc j'interviens aujourd'hui à la fois pour Natixis Interépargne, dont je fais partie, et pour le crédit coopératif. Donc le crédit coopératif, c'est une des banques du groupe BPCE. Donc nous sommes une filiale du crédit coopératif qui est une structure donc coopérative, qui est de la référence en banque dédiée à une clientèle de personnes morales, plus particulièrement sur l'économie sociale et solidaire, avec notamment 68 000 structures accompagnées. Il y a un peu plus de 1900 collaborateurs au sein du crédit coopératif. Et donc, c'est une banque qui a comme objectif d'accompagner principalement les structures de l'économie sociale, et solidaire, voilà, et d'essayer d'œuvrer dans une économie un peu plus juste et plus équitable entre toutes les parties prenantes. Merci. Merci Adrien. Alors, je vois qu'on a monsieur ou madame Nicou qui lève la main. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être poser une question via le chat. Alors, sans plus attendre, bah, peut-être je vous propose de démarrer. Donc, un premier volet. Donc, sur l'actualité qu'on va traiter ce matin, il y a certains sujets, parce qu'on ne peut pas tout traiter, donc on a essayé de condenser ce qui nous paraissait important. Il y a par exemple un chapitre qui n'a finalement pas été abordé, celui de la réforme de l'aide à domicile notamment, mais bon, qui commence effectivement, qui date maintenant de 2023. Sinon, on couvre l'essentiel quand même des sujets du moment. Alors pour démarrer ce premier volet, l'actualité comptable, budgétaire et réglementaire, donc on peut démarrer par effectivement donc, la modernisation des états financiers avec un arrêté qui a été publié assez récemment, publié en fin d'année, 26 décembre 2023, qui est lié à une réforme importante, une réforme comptable. Et cette réforme comptable, eh bien, elle va viser, comme le titre l'indique, à moderniser les états financiers avec 3 principaux objectifs poursuivis par le législateur, qui est de faciliter la digitalisation des comptes annuels, avec notamment des nouveaux formats de comptes, mettre à jour la présentation des états financiers et également la nomenclature des comptes, puisqu'on va dépoussiérer un peu les plans de compte, puisqu'il y a des comptes qu'on n'utilise plus depuis un certain nombre d'années, qui sont devenus obsolètes avec l'évolution de la société, et également de simplifier les modèles de comptes annuels pour les rendre
quelque part plus accessible. Et donc, c'est un petit peu la poursuite de la réforme qui avait été engagée avec les règlements, notamment 2018-06 et 2019-04. Voilà, donc on simplifie les modèles d'état financier. La date d'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2025. Donc, il y a un petit peu de temps, mais il faut quand même s'y préparer. On va le voir, il y a quelques questions à se poser. Pour les bons élèves, on peut anticiper dès 2024 et pourquoi pas 2023, mais bon, ça semble certainement un peu ambitieux. Alors, cette réforme, qu'est-ce qu'elle dit? Un sujet majeur, c'est en fait notamment une nouvelle définition du résultat comptable. Et désormais, le résultat comptable, eh bien, pour le définir, on tiendra compte de 2 caractéristiques principales. La première, c'est qu'il doit correspondre à un événement majeur. Un événement majeur, c'est un événement qui est susceptible d'influencer les décisions et la lecture d'un utilisateur des états financiers, donc un administrateur, nos amis les banquiers, un financeur, un tiers. Voilà, donc il faut effectivement que l'événement soit important et majeur pour qu'il soit constitutif du résultat exceptionnel. Et de manière concomitante, il doit également être inhabituel. Donc, il est significatif et inhabituel. Inhabituel, c'est assez restrictif puisqu'il n'est supposé pas être survenu au cours des années passées et n'est pas amené à se reproduire dans les années à venir. Donc, à travers cette définition, on voit bien que le résultat exceptionnel et les charges et les produits exceptionnels vont être extrêmement limités et il est un petit peu quand même, il faut se le dire, ce résultat exceptionnel vidé de sa substance. Et donc, on va le voir d'ailleurs sur la slide suivante. On vous donne quelques exemples concrets. Voilà, donc, produits de cession d'éléments d'actifs, ils ne seront plus en résultat exceptionnel, ils seront en résultat d'exploitation avec, on l'a dit juste avant, une mise à jour de la nomenclature des comptes. Les codes-parts de subvention, c'est la même chose, ça passe désormais en exploitation. Donc, ces deux opérations-là, d'une manière générale, alimentaient beaucoup quand même le résultat exceptionnel dans le secteur. Donc, une fois qu'il n'y a plus de subvention, de reprise de subvention d'investissement et qu'il n'y a plus de produits de cession, on va voir qu'est-ce qui reste, mais effectivement, il n'y a plus grand-chose. Donc, sur la slide suivante, de la même manière, les produits de cession d'éléments d'actifs financiers ne seront plus en résultat exceptionnel, mais seront désormais en résultat financier. Il y a quand même derrière ça une cohérence. Et donc, qu'est-ce qui restera finalement dans ce résultat exceptionnel? Il faudra qu'il réponde à la définition événement majeur, événement inhabituel qu'on a évoqué juste avant. Et dans le cas des associations qui auraient des amortissements, notamment dérogatoires, eh bien, ces amortissements dérogatoires, tout ce qui est de nature fiscale restera, retraitement fiscal, restera comme par le passé dans ce résultat exceptionnel, mais ça concerne quand même à la marge le secteur des associations et des fondations. Alors, on rentre un petit peu dans le détail. Concrètement, les charges et les produits exceptionnels dans les états financiers, dans le compte de résultat, il n'y aura plus désormais qu'une seule ligne, alors qu'avant, il y avait effectivement plusieurs typologies de charges exceptionnelles et de produits. Désormais, c'est une seule ligne et on développera cette information dans l'annexe des comptes. Il y a un point qui était très franco-français et lié au transfert de charges. Eh bien, cette technique des transferts de charges, elle disparaît complètement du compte de résultat. Alors, vous allez me dire, elle est remplacée par quoi? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des cas. Si c'est des mises à disposition de personnel, par exemple, eh bien, en fait, on viendra créditer des comptes de charges dédiés, donc qui viendront en moins dans la masse salariale, mais on les identifiera dans la balance sur des comptes spécifiques. Si c'est des indemnités d'assurance, eh bien, ça sera un autre mécanisme et on passera plutôt par des comptes 70. Alors, attends, excuse-moi, il y a peut-être oublié un point juste avant. Voilà, non, et puis évidemment, la rubrique est totalement disparaît totalement du compte de résultat. Alors, sur les autres évolutions du plan comptable général, là, on vous dresse les principales. C'est un dépoussiérage, une mise à jour de la nomenclature des comptes avec
de nombreux comptes qui vont être supprimés. Donc cette nomenclature des comptes, elle va être considérablement réduite et c'est tant mieux, hein, ce sera plus simple. Les modèles d'état financier sont modernisés également. Et la partie de l'annexe, donc qui était prévue par le plan comptable général, elle est en effet également réorganisée dans le cadre de cette mise à jour complète. Une particularité, c'est qu'il n'y aura pas besoin, donc à partir de 2025, donc on appliquera cette réforme, mais on n'aura pas besoin de retraiter les comptes 2024. Donc il y aura pour cette année de transition une forme de grand écart entre une présentation pour l'année 2024 historique, avec les règles qu'on connaît, notamment des transferts de charges, et les nouvelles règles qui s'appliqueront. Donc pour cette présentation, pour cette année de transition en 2025, voilà, ce sera plus simple d'un côté avec pas de nécessité de retraiter l'exercice 2024, mais ce grand écart à trouver dans en tout cas la présentation des comptes. Concrètement, les impacts attendus pour les associations, alors il y en a un certain nombre, si on les résume, bon, déjà c'est un nouveau modèle d'état financier. Donc à partir de 2025, les associations auront un nouveau modèle d'état financier. Il y aura à prévoir avec les éditeurs, notamment de logiciels comptables, une mise à jour du plan de compte associatif, parce que comme ça vient alimenter notamment les cadres réglementaires, ERRD, EPRD, plus les états financiers, si le plan de compte associatif n'est pas bon, si le paramétrage n'est pas mis à jour, ça va venir biaiser l'ensemble de cette alimentation des différents états et donc qui seront faux. Donc c'est important de le faire en amont. Une nouvelle présentation du compte de résultat et de l'annexe, on l'a dit, la disparition des transferts de charges et quand même une baisse significative des charges et des produits exceptionnels qui est attendue, liée au fait que beaucoup d'opérations vont désormais être retranscrites dans l'exploitation. Alors, du nouveau pour les CPOM, c'est pareil, c'est un texte qui est assez récent, un texte, donc un décret qui est paru le 29 décembre 2023, c'est pratiquement pour la nouvelle année. Alors, de quoi parle-t-on? On prévoit, on parle ici d'un sujet qui était un petit peu dans l'air, c'est-à-dire qu'au moment du renouvellement du CPOM, il y a toujours ce risque que les financeurs reprennent des financements qu'ils jugent superflus. Désormais, c'est écrit dans ce décret, et ce décret, il prévoit que, on reprend le texte du décret, que les reports à nouveau excédentaires et les réserves qui ne seraient pas justifiés par les conditions normales d'exploitation des établissements peuvent être reprises à hauteur de 50% au maximum par le financeur. Donc, à travers ce texte, il y a une forme de subjectivité, puisqu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'une réserve ou un report à nouveau justifié. On peut l'interpréter comme étant, notamment dans le cadre des projections dans les EPRD sur 6 ans, de financement sur le long terme qui ne seraient pas employés, notamment dans le cadre des investissements et qui pourraient ainsi donner lieu à une reprise. Alors, quels sont les établissements concernés? En fait, les établissements concernés, ils sont nombreux, puisque ça concerne tout le secteur des personnes âgées, le secteur du handicap, sous-financement ARS et soumis donc à l'obligation de conclure un CPOM. Les modalités, le texte prévoit que ces reprises peuvent intervenir dans le cadre du renouvellement du CPOM. Je rappelle que les CPOM, de manière réglementaire, devront être signés avant le 31 décembre 2024 pour les établissements donc sous financement ARS. Et que donc, là, il va y avoir un certain nombre de CPOM aussi qui vont être signés. Il y a aussi peut-être des CPOM qui sont en cours de renouvellement. Et donc, il y a ce texte qui paraît en même temps, donc il faudra avoir vraiment une très grande vigilance. Et donc, la marche à suivre qu'on vous conseille, c'est une politique d'investissement qui devra démontrer que la trajectoire financière, la politique d'investissement du gestionnaire et de ces établissements emploie l'essentiel des ressources financières disponibles et que ces ressources financières, de manière très concrète, ne restent pas sur un compte bancaire, mais sont bien employées pour investir au bénéfice des usagers, c'est-à-dire dans le cadre de l'amélioration des structures d'accueil, via évidemment les investissements et la rénovation.
Et donc, à défaut, eh bien, le financeur pourra reprendre ces financements qui correspondent, hein, sur le fond, à l'accumulation d'excédents depuis un certain nombre d'années. Donc, si des structures ont accumulé des excédents parce que les financeurs les laissaient chaque année, que ce petit trésor de guerre s'est accumulé, eh bien attention, puisque désormais, le texte, ce décret, prévoit que le financeur a la main et il peut vous l'imposer sans aucun droit d'opposition. Il y a un petit astérisque en bas qui est important, c'est que ces reports à nouveau et ces excédents, leur origine, donc on est bien dans un périmètre établissement sous financement, ARS, personnes âgées, secteur du handicap, mais l'origine des financements qui peuvent être prises ne proviennent pas exclusivement de l'ARS, mais pourraient par exemple provenir de fonds attribués par des collectivités, pourquoi pas par un conseil départemental sur des actions spécifiques, des subventions d'investissement, des subventions d'exploitation, pourquoi pas, et même, j'allais dire, des fonds dédiés, qui n'auraient pas été employés, qui auraient généré au final des excédents et qui seraient venus alimenter ces fameux réserves et reports à nouveau qui ne seraient plus justifiés. Alors, le mécanisme comptable, comment ça se passe? Le mécanisme comptable qui est attendu, c'est qu'un financeur, on peut prendre un exemple, estime que des reports à nouveau et des réserves, donc un fonds de roulement d'investissement ou un fonds de roulement net global, ne sont pas justifiés à hauteur de 2 millions d'euros, hein, par exemple. Le financeur vous dit, bah, moi, je vous reprends 1 million d'euros. Comment je vais vous les reprendre? Eh bien, en fait, je vais vous verser 200 000 euros de moins de financement pendant la durée du CEPOM, pendant 5 ans. Donc 200 000 euros pendant 5 ans, ça fera effectivement 1 million d'euros que je vous financerai en moins. Et d'un point de vue, alors c'est la mécanique comptable, mais d'un point de vue comptable, eh bien, au début du CEPOM, une fois que cette décision sera prise par le financeur, on viendra transférer ces comptes de réserve et de report à nouveau excédentaires injustifiés. On viendra les affecter dans un compte de réserve de compensation. Et cette réserve de compensation, qui représentera donc 1 million d'euros, sera apurée pendant la durée du CEPOM pendant 5 ans, où on viendra imputer les pertes nées du financement, nées de la baisse du financement de ces fameux 200 000 euros chaque année. Et donc, au terme du CEPOM, eh bien, ces 1 million d'euros inscrits en réserve de compensation, évidemment, auront disparu. Alors, notre conseil, c'est, si on le résume, hein, c'est déjà, j'allais dire dans tous les cas, hein, c'est renouvellement du CEPOM, c'est évidemment, il faut le faire, mais aussi dans d'autres cas, c'est mener une analyse de la santé financière des établissements, du périmètre CEPOM, recenser les futurs projets d'investissement à l'échelle des établissements, évaluer les besoins de financement, mais surtout ceux qui sont les investissements qui sont prévus au niveau du terrain, il faut qu'il y ait un relais important du terrain. Répartir les ressources financières, puisque c'est quand même l'esprit du CEPOM, c'est cette forme de mutualisation, cette forme de solidarité entre les établissements. Le cas échéant, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, et d'engager au plus tôt les démarches pour verrouiller les projets d'investissement avec des PPI, de manière à ce qu'effectivement le financeur ne soit plus en mesure de vous reprendre ces ressources financières dont chaque établissement a le plus souvent besoin. Et puis, on évoque quand même un point d'attention, c'est que les autorités de tarification, il est possible qu'elles n'attendent pas le 1er janvier 2025 pour engager cette démarche, puisqu'à compter du 1er janvier 2025, elles pourront s'appuyer sur un texte, mais de manière informelle, elles peuvent quasiment déjà, en tout cas, appliquer cette réforme. Rien ne les empêche, en tout cas. Alors, un petit rappel, donc qui n'est pas une actualité 2024, mais qui est un sujet qu'on souhaitait évoquer puisqu'on constate sur le terrain, on le dit là d'ailleurs, certaines associations donc, concernées par l'obligation de publication des comptes, et il y en a beaucoup, eh bien, ne respectent pas toujours cette obligation. Et peut-être, vous le savez, peut-être pas, mais c'est une responsabilité qui est importante puisque c'est une responsabilité pénale des dirigeants qui, en leur nom propre, peuvent supporter une amende de 9 000 euros. Hein, on le dit juste après. Donc, qui est concerné? Eh bien, toutes les associations et les fondations qui perçoivent plus de 153 000 euros de subventions publiques.
et celles également qui perçoivent 153 000 € de dons. Alors, tu peux mettre la slide d'après. Donc, les documents à publier, bilan compte de résultats, l'annexe des comptes et le rapport de certification du commissaire aux comptes, parce que je rappelle que le commissaire aux comptes est obligatoire à partir du moment où on perçoit plus de 153 000 € de subvention. Quand est-ce qu'on dépose effectivement ces documents? Donc en format PDF sur le site de la DILA, dans les 3 mois à compter de l'approbation des comptes, donc par le plus souvent l'Assemblée générale. Et si on n'applique pas cette mesure qui paraît anodine, puisque ce n'est qu'un dépôt des états financiers sur une plateforme, eh bien, si on ne respecte pas cette obligation, eh bien, les dirigeants peuvent être portés en tout cas en responsabilité d'un point de vue pénal et donc supporter une amende de 9 000 €. Voilà, donc on vous alerte sur ce point-là car dans ce qu'on identifie sur le terrain, bien voilà, il y a des associations qui ne le font pas, soit elles ne le font pas, soit elles ne le font pas dans les délais. Le point suivant, pareil, c'est également un point assez rapide, donc sur les dons et mécénats. Donc c'est une actualité qui est un peu plus récente, puisque la publication des comptes remonte à une vingtaine d'années. Dons et mécénats, c'est plus récent, ça date de 2022. Et effectivement, on rappelle que c'est un vrai enjeu, en tout cas en termes de financement complémentaire pour les gestionnaires, qu'il ne faut pas négliger, puisque on l'écrit là, c'est un dispositif fiscal qui est extrêmement attractif pour les donateurs, pour les particuliers, parce qu'il y a des crédits d'impôt, vous savez, de 66% sur les sommes versées, mais aussi pour les mécènes, les entreprises, de l'ordre de 60% des dons effectués. Vas-y, je te laisse peut-être la slide suivante. Merci. Mais, donc, ces réductions d'impôts, cette collecte de dons, qui est très encadrée par notamment le Code général des impôts. Toutes les associations ne peuvent pas percevoir des dons, mais en tout cas, le secteur sanitaire et médico-social est en capacité de collecter ces dons. Donc, c'est un véritable atout. Néanmoins, ce n'est pas sans contrainte, puisque le bénéficiaire, donc l'association ou la fondation, va émettre un reçu fiscal au donateur qui pourra lui-même bénéficier effectivement de cette réduction d'impôt. Et il faudra surtout que le bénéficiaire déclare les dons perçus ouvrant droit à la réduction d'impôt auprès de l'administration fiscale, avec quelles déclarations qui seront déclarées? C'est le nombre de reçus qu'on a émis et le montant total des dons correspondant, avec effectivement une déclaration à produire dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Donc, à travers ça, il y a un petit quand même contrôle interne, une procédure à mettre en œuvre en interne pour être sûr que il n'y a pas de trou dans la raquette et que si on a un certain nombre de dons, qu'on est exhaustif, qu'on les suit, qu'on les trace, qu'on documente pour être à l'aise vis-à-vis de l'administration fiscale. Et puis, le donateur, lui, sur demande de l'administration fiscale, devra naturellement, c'est de son ressort, produire les justificatifs des reçus attestant effectivement de la réalité de ces dons et de ces versements. Alors, juste pareil, un petit astérisque, moi, c'est revenir. Donc, pour rappeler que, notamment dans les nouveaux formulaires qui sont à la disposition des associations et des fondations pour émettre les fameux reçus fiscaux, il y a une mise à jour qui date de mars 2023 et qui désormais intègre une rubrique destinée à l'abandon de frais par les bénévoles, puisque l'abandon de frais par les bénévoles peut leur permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt, ce qui n'est peut-être pas assez connu, ce qui est parfois appliqué, mais pas toujours. Et voilà, on dit que c'est quand même dommage. Et donc, sur les conséquences, les sanctions prévues, alors attention aux sanctions prévues, puisque c'est le bénéficiaire, donc l'association ou la fondation qui aurait bénéficié de ces dons, qui sera redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée si jamais l'attestation fiscale est irrégulière, en tout cas au regard des éléments qu'on a évoqués juste avant. Donc, les bénéficiaires supportent quelque part une responsabilité importante. Donc, c'est à la fois un atout de pouvoir collecter des dons, percevoir des dons, mais attention, c'est aussi une responsabilité puisqu'on peut encourir
une amende qui peut être significative en fonction des cas qui seraient rencontrés. Alors sur la facture électronique, donc rappel rapide, hein, le calendrier, comme vous le savez, a été reporté de 2 ans, initialement 1er juillet 2024. Là, on reporte effectivement à septembre 2026, donc on reporte d'un peu plus de 2 ans. Rappel sur les associations et fondations, qui est concerné? Eh bien, ce sont les associations et fondations qui ont un secteur d'activité distinct, ou alors qui ont opté notamment pour la TVA dans le secteur du travail adapté, donc dans les ESAT, dans les EA notamment. Donc dès qu'il y a de la fiscalité, de la TVA, eh bien, il y a cette obligation d'être assujetti à la facturation électronique. Pour les autres, ce n'est qu'un conseil, mais s'inscrire dans le cadre de cette démarche de passage à la facturation électronique, c'est aussi un moyen de s'inscrire, de rentrer dans la révolution numérique qu'on connaît tous pour améliorer et digitaliser l'ensemble des processus internes des associations qui sont quand même source d'économie en termes de temps avec la disparition du papier, pour sécuriser notamment les signatures avec des signatures numériques. Attention naturellement aux pirates informatiques, donc il y a une cybersécurité à mettre en œuvre en face, mais voilà, c'est un vrai levier d'économie qui est aussi attendu de la part des financeurs dans le cadre du déploiement qui est attendu des systèmes d'information, donc qui est attendu par les financeurs dans les structures. Voilà, et puis donc sur la slide suivante, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être la première étape, c'est déjà de réaliser un diagnostic de maturité numérique de la procédure d'achat afin de dresser un état des lieux, où est-ce que vous vous situez, le travail peut-être qui reste à parcourir pour s'inscrire dans cette réforme majeure de l'économie en France. Alors, ce sujet-là, on avait évoqué le fait que malheureusement, on ne le traitait pas ce matin. On vous laissera peut-être en prendre connaissance. Plus tard, c'est la réforme que je vous évoquais de l'aide à domicile. Voilà, et on va plus s'appesantir sur ce sujet-là. Donc, on sort un peu de notre cadre habituel, mais il nous semblait important d'aborder le contexte économique et social qui est particulièrement défavorable au secteur, puisque de front, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les acteurs économiques au sens large en France, font face de manière concomitante à une inflation 2023 particulièrement élevée. Alors, on a mis quelques chiffres qui sont extraits notamment de différentes études dans le secteur social et médico-social, avec des hausses moyennes d'électricité, de coûts d'électricité de 27%, coûts de gaz de 17%, d'alimentation plus 9%. Donc, dans le médico-social, c'est effectivement le groupe 1, mais ça s'applique également pour le secteur sanitaire. En parallèle à ça, on a une crise sociale majeure qui touche beaucoup le secteur, avec dans certains cas une explosion des dépenses d'intérim, une hausse assez marquée des honoraires de recrutement donc via les cabinets de recrutement, et enfin une hausse des taux d'intérêt qui, pour ceux qui souhaitent souscrire de nouveaux emprunts, mais aussi ceux qui bénéficient d'emprunts à taux variable, subissent une forte hausse des charges d'intérêt. Et donc, on voit bien que l'ensemble de ces différentes, ce contexte avait produit des effets extrêmement défavorables au secteur, puisque c'est une pression inflationniste grandissante, et ça pèse beaucoup à la fois sur l'exploitation, puisque ça vient dégrader les résultats d'exploitation, ça vient dégrader les indicateurs, notamment qui sont retranscrits dans le PRD, tels que le taux de CAF, par exemple. Et in fine, ça vient toucher, impacter les ressources financières et donc l'investissement. Donc, ça fragilise vraiment le secteur dans son ensemble de manière assez significative. On le voit notamment dans le cadre des ERRD qui vont être
est établi là, pour le 30 avril. Dans le cadre des comptes administratifs, il y a vraiment une forme d'érosion avec des financements qui, eux, en face, sont relativement stables, hein, puisque la campagne budgétaire de l'an dernier prévoyait une hausse de 2,3% qui devait couvrir à la fois l'évolution de la masse salariale, mais aussi l'inflation. Et on voit bien que c'est beaucoup trop faible au regard des chiffres qu'on vient d'énoncer. Et donc, face à ça, on vous présente quelques dispositifs existants, dont certains sont peut-être peu connus et qui, selon nous, méritent en tout cas voilà, une certaine attention. Alors, le premier, il est assez connu, c'est le mécanisme du bouclier tarifaire énergétique. Donc, dans les grandes lignes, ce dispositif, donc alors déjà de préciser qu'effectivement, par le décret du 29 décembre 2023, il est reconduit. Donc, les gestionnaires peuvent en bénéficier, les associations, les fondations. Un certain nombre l'utilisent. Donc, effectivement, eh bien, on a un tarif réglementé qui s'applique. Et à ce tarif réglementé, eh bien, est supportée une hausse. Alors, c'était 4% en 2022. En 2023, je crois que c'était 15%. Donc, qui vient plafonner les effets de la hausse des dépenses d'énergie, puisque certains font face à 100% d'augmentation, 200%. Bref, ça amène à des situations extrêmement inquiétantes. Et si on n'a pas ce bouclier tarifaire, eh bien on a l'amortisseur d'électricité qui permet de bénéficier, donc là c'est directement en lien avec le fournisseur d'électricité, d'une réduction de 25% du montant de la facture énergétique au regard alors, de certains seuils, notamment de tarifs. Je ne sais plus, c'est à partir d'au-delà d'un peu plus de 300 €, je crois, le mégawattheure. On peut bénéficier de cet amortisseur d'électricité. Et cet amortisseur, dans les faits, le dossier à monter n'est pas toujours simple, mais en tout cas, beaucoup quand même en bénéficient. Le second point, alors, est lié à l'énergie, hein, beaucoup de sujets concernent l'énergie, donc réduction de la consommation d'énergie des structures. Donc, il faut savoir qu'il y a l'ADEME hein, propose sur son site un certain nombre de dispositifs. Ce n'est qu'un extrait de ce qui nous semble important, mais il y en a d'autres, notamment dans la géothermie, dans d'autres dispositifs. Donc, sur l'étude de faisabilité d'installation solaire, c'est vrai que pour encourager le déploiement et éviter le frein qui consiste à dire « Ah oui, mais je mène une étude de faisabilité, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, ça me coûte de l'argent, donc je ne le fais pas », l'ADEME propose jusqu'à 80% de financement de cette étude. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, on poursuit ça avec l'installation de capteurs solaires et thermiques, puisque l'ADEME propose également des financements. Alors là, c'est un exemple qui est repris sur leur site. On est sur des capteurs à haut rendement, donc c'est des capteurs qui sont assez coûteux, mais en tout cas, pour 60 mètres carrés, l'ADEME propose 50 000 € de financement, donc ce qui en effet n'est pas neutre. Alors, sur la taxe d'habitation, c'est en fait la poursuite hein, de la réforme de la taxe d'habitation, hein, une réforme qui a été assez médiatisée. Et donc, il y a, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, donc qui a été publiée le 30 décembre 2023, donc il s'est passé beaucoup de choses hein, sur la fin décembre 2023, eh bien, il y a la possibilité d'exonérer de taxes d'habitation donc des locaux meublés qui ne seraient pas affectés à des habitations principales, donc c'est-à-dire des locaux communs à usage administratif, pédagogique, et donc il y a des demandes de dégrèvement à produire auprès de l'administration fiscale, puisque vous pouvez recevoir des rôles de taxe d'habitation, alors que grâce à ce texte, eh bien finalement, on parle de l'année 2024, vous n'y êtes plus assujetti. Et puis, il y a l'accélération du processus donc de déploiement numérique hein, qui vise vraiment à digitaliser beaucoup, beaucoup de processus dans le cadre du secteur social et médico-social via la CNSA, avec la généralisation notamment du dossier usager informatisé. On avait la même chose hein, dans le secteur, l'équivalent dans le secteur sanitaire, avec donc des financements qui sont reconduits et des possibilités, notamment bénéficier pour l'acquisition de matériel informatique, dans le cadre de la mise en place du DUI, de financement jusqu'à donc de 20 000 € par établissement, donc en dehors de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc ce qui est quand même intéressant.
Et puis, le fameux dispositif SON, donc le système ouvert non sélectif, donc qui est destiné à faire évoluer le dossier usager informatisé, donc dans une nouvelle version, avec 5 000 € d'aide également pour ça. Et puis pour les établissements qui souhaiteraient être pilotes dans le cadre de l'expérimentation Mon Espace Santé, eh bien, chaque ESMS pilote bénéficie aussi d'un financement forfaitaire de 21 000 €. Et puis, en parallèle à ça, alors c'est des tendances sectorielles qui commencent à émerger, qui d'ailleurs qui s'inspirent du secteur commercial. Face à des taux d'absentéisme records et donc un recours massif à l'intérim, bah, c'est tout le secteur sanitaire et médico-social qui est fragilisé. En plus de l'inflation qu'on a évoquée tout à l'heure, en plus des effets de la hausse des taux d'intérêt. Et donc, ça amène, on l'a dit, à la détérioration de la santé financière des structures, à réduire les investissements, à des dégradations générales de la prise en charge des plus vulnérables, parce que c'est quand même ça la finalité. Et donc, qui oblige et qui amène certaines structures à s'interroger sur notamment leur politique salariale pour tenter de la rendre plus attractive, pardon. Même si effectivement il y a la fusion des conventions 51 et 66 qui est en cours, mais en tout cas là c'est plus à la main du gestionnaire. Donc de quoi parle-t-on? Notamment, parce qu'il y en a d'autres, on peut évoquer l'exemple du contrat d'intéressement, qui est très employé par les entreprises commerciales, où il est le plus souvent indexé sur les bénéfices, avec une mise en place possible dans le secteur social et médico-social, qui est possible et qui est plus méconnue, alors qu'elle revêt, selon nous, de nombreux avantages, puisqu'elle est basée sur le principe qu'on va récompenser financièrement les salariés pour leur performance collective. Alors, la particularité du secteur, mais c'est aussi au sens large, au sens de l'économie sociale et solidaire, c'est que cette performance ne sera pas indexée naturellement sur les bénéfices, mais sur d'autres indicateurs. Donc, on vous livre ici plusieurs types d'indicateurs, notamment liés au bien-être des usagers, à la satisfaction des familles, pourquoi pas d'ailleurs celle des salariés, à la production locale, avec des fournisseurs locaux, en étant acteur de son territoire, l'approvisionnement des repas par des circuits courts, etc. Et donc des indicateurs qui sont qualitatifs et de les combiner naturellement à des indicateurs quantitatifs de maîtrise, pourquoi pas des dépenses ou d'objectifs d'activité, de taux d'occupation, de maîtrise budgétaire, et combiner à la fois des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de cette manière-là nous semble extrêmement vertueux pour le secteur, puisque ça permet de redistribuer bien effectivement les gains qui sont générés par cette petite organisation en sachant que les usagers, eux, sont naturellement satisfaits de leur prise en charge, les familles également. Et donc, ce format de redistribution nous paraît assez pertinent dans le cadre actuel et vient dynamiser une politique salariale qui est quand même souvent jugée très peu, alors, des guillemets, mais peu compétitive au regard de ce que peut proposer le secteur privé et privé lucratif et également le secteur public. Et je laisse à présent la main à Céline. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci à tous. Ton micro, Céline. Le micro est coupé. C'est bon, c'est moi. Ah, pardon. Excusez-moi, c'était moi, j'avais coupé mon micro. Ouais, il m'a coupé la parole. Donc, désolé. Non, mais je t'en prie. Alors, donc, le premier point qui concerne la fusion des conventions collectives, donc 66 et 51, donc à savoir les établissements accueillant des personnes en situation de handicap et l'hospitalisation privée à but non lucratif.
l'actualité n'est pas très réjouissante. Pourquoi? Parce que le projet n'avance pas. Et ça n'avance pas parce que les syndicats côté salariés n'ont pas signé le projet de convention unique qui était proposé par Access. C'est la Confédération des syndicats d'employeurs, donc côté Nexem et FEAP. Et c'est un accord qui pourtant était quand même assez intéressant puisqu'il prévoyait des mesures salariales avec une augmentation immédiate des rémunérations avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 et une augmentation de 7%. Donc ça, c'était une réunion qui a eu lieu au mois d'octobre. Depuis, il y a eu d'autres réunions de négociation, mais pour l'instant, le projet n'a pas abouti. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la future convention collective unique devrait contenir une garantie Ségur et une rémunération minimale au-dessus de 14% du SMIC. Donc, au niveau des plus bas salaires de la convention, il y a un engagement à ce que ce soit toujours supérieur à 14% du SMIC. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le SMIC va augmenter, eh bien, les minima conventionnels vont également augmenter. Donc, le processus de fusion des conventions est encadré par le Code du travail, puisque c'est un engagement depuis l'élection, première élection de Macron, de réduire le nombre de conventions, puisque alors ça a déjà commencé, hein, il y a des secteurs qui ont fusionné. On était, je crois, à près de 2800 conventions collectives. L'idée, c'est de passer au niveau national à 200 conventions collectives. Donc, la branche a 5 ans, en fait, pour fusionner. Donc, il y a eu le premier acte en 2022, dans lequel il y a eu une résolution de principe qui a été prise pour faire une convention collective unique. Et là, ils ont jusqu'en 2027 pour aboutir à un texte. Et à défaut, c'est le ministère du Travail qui prendra le relais et qui proposera une convention collective unique donc, pour ces deux branches professionnelles. Alors, autre actualité, ça concerne les travailleurs handicapés dans les ESAT. Donc, les ESAT, ce sont les établissements de services et d'accompagnement par le travail. Il y a deux réformes, en fait, hein, qui les concernent. Donc, c'est un processus qui est entamé depuis 2022 et il y a eu d'autres nouveautés apportées par la loi plein emploi du 18 décembre 2023. Donc, c'est assez récent. Donc, ce qui entre en vigueur au 1er janvier 2024, c'est l'élection d'un délégué chargé de représenter les travailleurs des ESAT auprès de la direction et des membres de droit du Conseil de la vie scolaire. Et donc, ce délégué aura voix consultative. Également, les principales dispositions en matière d'hygiène et de santé et de sécurité qui sont dans le Code du travail et qui concernent en principe les salariés classiques en fait, hein, dans les entreprises privées, vont devenir applicables pour les travailleurs des ESAT et notamment les règles relatives à la médecine du travail et à la législation en fait sur les accidents du travail. Autre nouveauté en matière de droit collectif et individuel, c'est à compter du 1er janvier, c'est également le droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent. Donc ça, c'était vraiment une spécificité du Code du travail qui concerne les salariés classiques. Et donc, c'est en cas de danger grave et imminent, un incendie dans les locaux, eh bien, tout salarié peut faire jouer ce qu'on appelle son droit de retrait et sortir immédiatement de cette situation de danger grave et imminent. Et le droit d'alerte, lui, c'est un droit qui appartient aux représentants du personnel lorsqu'ils ont connaissance d'un danger grave et imminent. Également, pour nos travailleurs des ESAT, il y aura la possibilité de faire grève, tout simplement, le droit de grève et le droit aux procédures de règlement des conflits collectifs. Également, le droit d'adhérer et de se retirer d'un syndicat. Alors, à compter du 1er juillet 2024, l'employeur se verra étendre l'obligation de prise en charge des frais de transport, les 50% en fait de l'abonnement de transport qui est obligatoire pour les salariés. Eh bien, cette obligation est étendue aux travailleurs des ESAT et également la possibilité de distribuer des chèques restaurants et des chèques vacances. Et autre obligation qui entre en vigueur au 1er juillet 2024, c'est de proposer une complémentaire de santé, en fait une mutuelle, aux travailleurs des ESAT.
Ce qu'il faut retenir au niveau de cette réforme et de ce grand changement, cette grande modification du statut, c'est qu'en fait, les travailleurs des ESAT, au départ, ne sont pas des travailleurs, des salariés, en tout cas au sens où on l'entend dans le Code du travail. Donc, c'est un régime spécifique, hein, il relève déjà du Code de l'action sociale et familiale, et une partie du salaire est payée par les ESAT et l'autre partie par une aide de l'État. Et l'apport de cette réforme, c'est surtout au fil du temps de les faire bénéficier des mêmes droits que les salariés et que les règles en fait qui découlent du Code du travail. Et donc, ils vont de plus en plus être assimilés en termes de droits à des salariés classiques. Donc, dans le support qu'on va vous envoyer, on évoque d'autres points de ces réformes, mais pour la réunion de ce matin, je me suis volontairement focalisée sur les éléments qui entrent en vigueur cette année. Alors, concernant le contrat de travail, peut-être bon nombre d'entre vous connaissent ce dispositif, c'est la possibilité de conclure des CDD de multi-remplacement. Donc, c'était une expérimentation qui avait vu le jour en 2019-2020 et qui s'était arrêtée au 31 décembre 2020 et qui devait être reconduite. Et puis, entre-temps, les décrets ont mis pas mal de temps à sortir. Et au final, donc, c'est la loi marché du travail du 21 décembre 2022 qui a annoncé la reconduction de ce dispositif. Donc, c'est à titre expérimental. Et le décret pour le mettre en œuvre a été publié donc en avril 2023 et donc jusqu'en avril de l'an prochain, en fait, 2025. Certaines branches professionnelles peuvent conclure en fait un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents en même temps ou de manière consécutive. Alors, toutes les branches professionnelles n'ont pas cette possibilité. C'est limité à certaines branches et notamment l'hospitalisation privée à but non lucratif, les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, donc la Convention 66, et les accords CHRS, ainsi que la branche de l'aide à domicile, donc l'accompagnement, le soin et les services à domicile. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est de gagner du temps en termes de formalisation des contrats de travail, puisqu'au lieu de rédiger par motif d'absence ou par absence un CDD pour la même personne, chaque fois ça faisait plusieurs contrats, là ça permet de ne rédiger qu'un seul contrat et d'embaucher une seule personne qui va pouvoir en remplacer. Donc soit plusieurs qui sont absentes en même temps dans le cadre de durée du travail à temps partiel, parce qu'il y a quand même des limites à la durée maximale du travail, soit quand il y a des périodes de congé, eh ben, vous pouvez embaucher une personne pendant 2 mois et elle va remplacer les différents salariés qui sont absents durant les congés. Alors, au niveau de ces contrats et pour aider à la rédaction, il y a une question-réponse du ministère du Travail. Donc, c'est les règles classiques après les autres des CDD qui s'appliquent, notamment au niveau de la rémunération. Mais par contre, si vous prenez une personne dans un cadre de ce type de contrat qui va remplacer des personnes sur des postes différents, donc avec des salaires minimum différents, je pense qu'il vous faudra faire un bulletin de salaire par remplacement, puisqu'il faudra bien distinguer les différents motifs de remplacement au niveau de la paye. Mais au niveau de la rédaction des contrats, c'est un gain de temps et c'est un outil qui est très utile. Alors, autre nouveauté, c'était le tsunami de la rentrée de septembre 2023. Ça concerne les nouvelles règles d'acquisition des congés payés. Alors, je vais vous en parler. Sachant qu'à ce jour, il y a beaucoup de questions en suspens et on est vraiment dans l'expectative d'une réforme qui était censée arriver avant la fin du premier trimestre 2024, pardon, donc c'est-à-dire à la fin de ce mois-ci. En septembre, la Cour de cassation a dû se positionner sur l'acquisition de jours de congés payés lorsqu'un salarié est en arrêt maladie. Donc, c'était le premier arrêt. Dans un deuxième arrêt, c'était concernant l'acquisition des jours de congés payés au-delà d'une année pour les salariés arrêtés pour accident du travail. Et dans un dernier arrêt qui portait initialement sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre une salariée sous-traitante, enfin entre un sous-traitant et son donneur d'ordre.
Et dans cet arrêt, donc la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur le droit à congé payé et notamment la prescription. Ce qu'il faut retenir de ces arrêts, c'est que notre droit du travail français n'était pas en conformité avec les directives européennes et notamment celle de 2003 sur les congés payés. Et donc, la Cour de cassation est simplement venue écarter les dispositions du Code du travail et préciser qu'on acquiert désormais des droits à congés payés pendant un arrêt maladie, également pendant un arrêt pour accident du travail, au-delà de la durée d'1 an qui est prévue par le Code du travail, et que le délai de prescription, lui, ne commence à courir que lorsque le bénéficiaire de ce délai est informé de ses droits. Donc évidemment, ces arrêts ne sont pas sans impact, hein, donc on vous met un petit récap. Donc en cas d'arrêt maladie, jusqu'au 13 septembre, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés. Et en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, il y avait une acquisition plafonnée à 1 an. Et donc, le plafond pour l'accident du travail n'existe plus. Et pour les arrêts maladie, eh bien, on continue d'acquérir des congés payés, quelle que soit la durée de l'arrêt. Alors, quels sont les congés concernés par cette nouvelle règle? Eh bien, tous les congés payés, donc les congés payés légaux, c'est-à-dire les 30 jours ouvrables par an, mais également les congés conventionnels, donc les congés pour ancienneté et les congés trimestriels de la convention collective 66. Alors, comment appliquer ces nouvelles règles? Alors, clairement, à ce jour, on ne répond que partiellement à cette question parce qu'il y a différentes positions qui peuvent être prises, mais clairement, on n'a pas de réponse certaine à 100% parce que déjà, on attend l'intervention du législateur. Je fais juste une petite parenthèse pour vous indiquer que le Conseil constitutionnel a été saisi. Il a rendu une décision le 8 février. Et dans sa décision, alors il n'apporte pas vraiment de réponse, mais il est venu préciser que les règles du Code du travail, qui ont quand même été écartées par la Cour de cassation, sont bien conformes à la Constitution. Mais ce n'était pas la question au départ de la Cour de cassation, c'était par rapport aux droits de l'Union européenne. Donc tout ça amène pas mal d'incertitudes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la décision du 13 septembre, elle produit un effet sur le passé. Pourquoi? Parce que dans un des arrêts, ils ont bien précisé que tant que la personne n'était pas mise au fait et informée de ses droits, eh bien la prescription n'avait pas couru. Et ce qui a été précisé par un des conseillers de la Cour de cassation lors d'une interview, c'est qu'il a bien précisé que concernant ces droits à congés payés acquis pendant la maladie, dans la mesure où l'employeur n'a jamais appliqué cette règle, il n'a jamais informé un salarié qui revenait d'arrêt maladie que pendant son arrêt, il avait acquis X jours de congés payés. Et par conséquent, le délai de prescription ne court pas. Et donc, en théorie, on peut remonter jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Pour rappel, le délai de prescription pour l'indemnité compensatrice de congés payés, c'est-à-dire lorsque le salarié a quitté l'entreprise et qu'on lui paye les congés qu'il n'a pas pu prendre, c'est de 3 ans. Et pour l'exercice du droit à congés payés, le salarié a été malade, il reprend son poste. Eh bien, les congés qu'il n'a pas pu prendre, l'exercice du droit est de 2 ans. Donc, toute la question est de savoir comment limiter ces effets. Donc, là-dessus, les juridictions de l'Union européenne se sont prononcées et il est toutefois possible de limiter la durée du report, c'est-à-dire la possibilité de prendre les jours de congés payés qu'on a acquis pendant un arrêt maladie, d'en limiter la durée à 15 mois à compter de la reprise du salarié. Donc, à aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est d'attendre en fait la mise en conformité du Code du travail. Effectivement, d'appliquer cette nouvelle règle pour les personnes qui sont en arrêt maladie depuis septembre 2023 et donc de leur faire acquérir des congés payés au niveau de leur compteur. Mais pour tout ce qui concernerait une régularisation ultérieure, pour l'instant, on recommande de ne pas bouger et de bien analyser chaque situation au cas par cas dans l'hypothèse où vous auriez des demandes. Alors, et juste petite parenthèse, effectivement, à ce jour, les cours d'appel amenés à se prononcer sur ces questions font droit aux demandes de salariés qui demandent à avoir le paiement donc, de leurs jours de congés payés acquis en maladie. Et juste, excuse-moi Céline, peut-être pour compléter le propos de Céline,
Donc le traité de Lisbonne, hein, c'est 2009. Hein, donc en effet, ce délai en termes de moyens à la fois humains, techniques et financiers, évidemment, couvrir une provision sur les arrêts de travail depuis 2009, c'est pas réalisable, c'est pas envisageable. Néanmoins, donc, ce qu'on recommande d'un point de vue comptable pour la clôture 31 décembre 2023, c'est de bien, comme l'a dit Céline, de constituer une provision congé payé au titre des droits acquis dans le cadre des arrêts de travail. D'ailleurs, du reste, nous, au niveau du cabinet, on a mis pour l'ensemble de nos clients, dans le cadre du paramétrage à jour, hein, des logiciels en ce sens. Pour ce qui est de la période antérieure, Céline a évoqué le fait qu'il faut bien attendre effectivement la promulgation de la loi qui devrait être publiée prochainement. Alors, c'était peut-être prévu au printemps, on verra. Et sinon, il est toujours extrêmement important d'être vigilant dans le cadre des actions, d'actions en tout cas de la sensibilité des représentants du personnel sur ce sujet-là, donc au niveau des procès-verbaux, des éventuels CSE, de savoir un petit peu ce qui se dit, voilà, et puis de bien prendre en considération les actions individuelles, soit dans le cadre de procédures prud'homales, soit dans le cadre de demandes individuelles d'un salarié. Et entre nous, on se dit tout. On a le cas d'associations dans lesquelles, effectivement, des salariés, de manière individuelle, ont indiqué qu'ils avaient été en arrêt de travail. Il y a plusieurs cas, mais il y en a un en 2018 qui a dit moi, j'étais en arrêt de travail pendant 10 mois, je souhaite abonder mes droits à congés payés à ce titre-là. Voilà, donc une vigilance sur les aspects, les demandes individuelles, les procédures prud'homales et effectivement les conclusions issues de réunions des représentants du personnel. Voilà, sachant qu'à ce jour, j'insiste parce que vous allez probablement entendre des positions très diverses. En termes de conseils qui sont donnés aux employeurs, il y a différentes positions. Il y a des conseils qui signalent à leurs clients de ne pas bouger, de ne rien faire, de continuer à appliquer le Code du travail tel qu'il est tant que la loi n'a pas été promulguée. Et il y a d'autres conseils peut-être un peu plus prudents qui recommandent d'appliquer ces jurisprudences, sachant que les cours d'appel et les tribunaux aujourd'hui les appliquent, de les appliquer au moins pour l'avenir depuis septembre 2023. Donc, c'est pour ça que j'en parle de plus en plus avec des pincettes et on attend vraiment la promulgation de la loi pour qu'il puisse y avoir quand même des positions un petit peu plus uniformes et surtout une diminution de l'insécurité juridique. Voilà, le coût financier de ces régularisations de congés payés a été estimé, je crois, à plus de 2 milliards d'euros et pour les entreprises et les associations. Et effectivement, il y a des syndicats d'employeurs qui font signer des pétitions pour faire pression sur le gouvernement. Et il faudra qu'on puisse quand même avoir je pense, une solution pour limiter en fait l'impact parce que financièrement, on ne peut pas imaginer de régulariser toutes les situations. Alors, concernant les nouveautés relatives à la vie du contrat, on a la loi du 7 juillet 2023 qui est venue renforcer les droits des femmes victimes d'une fausse couche. Et donc, le délai de carence de 3 jours concernant les arrêts maladie consécutifs à cet événement, ce délai de carence est supprimé. En revanche, le délai de carence de 7 jours pour l'indemnisation complémentaire de l'employeur, lui, n'est pas supprimé. Et également, ce projet de loi prévoit également une impossibilité, en fait, une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant l'interruption spontanée de grossesse. Alors, il restera possible de licencier, mais uniquement en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse. Donc, pour les entreprises du secteur marchand, en principe, c'est tout ce qui concerne les licenciements pour motif économique quand il y a une fermeture en fait d'établissement. Alors, on a eu une grande réforme des retraites en 2023, puisqu'il y a eu beaucoup de grèves et de manifestations. Mais enfin, cette réforme a été votée et donc elle est rentrée en vigueur et en application au 1er septembre 2023. Donc, il y a pas mal de décrets qui ont été publiés, mais il y a encore un certain nombre de décrets qui sont attendus. Donc, la principale nouveauté de cette réforme, c'est bien entendu le report de l'âge légal de départ en retraite.
Donc, c'est un report progressif sur plusieurs années et donc, on va passer de 62 à 64 ans. En revanche, l'âge pour l'obtention automatique de la retraite à taux plein, il est maintenu à 67 ans. Et donc, la durée d'assurance pour bénéficier de la retraite à taux plein, elle va être donc de 43 ans, ce qui représente 172 trimestres. Donc, ça, c'est vraiment en dehors des cas qui permettent de partir un petit peu plus tôt. Et donc, ça concerne en fait les générations qui sont nées à partir de septembre 1961. Donc, pour les générations précédentes, elles ne sont pas concernées par la réforme. Alors, la principale, donc il y a pas mal de nouveautés dans cette réforme, mais le point sur lequel on voulait s'arrêter, ça concerne le cumul emploi-retraite. Pourquoi? Parce que le cumul emploi-retraite n'est pas un dispositif nouveau, ça permet en fait de reprendre une activité professionnelle quand on a fait liquider ses droits à retraite. Donc, il y a deux dispositifs, le cumul emploi-retraite libéralisé et le cumul emploi-retraite plafonné. Donc là, je ne vais pas vous parler du plafonné. Alors, juste pour rappel, le plafonné, il concerne les retraités qui ne peuvent pas bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc, ils peuvent reprendre une activité. Donc, il y a un délai de carence à respecter quand on reprend l'activité chez le dernier employeur. Mais les revenus générés par cette nouvelle activité ajoutés à la pension de retraite sont plafonnés à un certain montant. Donc ça, c'est pour le cumul retraite plafonné. En revanche, les salariés qui sont partis en retraite avec une retraite à taux plein, eux, ils rentrent dans le régime du cumul emploi-retraite libéralisé. Donc, ils vont sans plafond pouvoir cumuler les revenus d'une reprise d'activité professionnelle, qu'elle soit en indépendant ou salarié, avec donc la pension de retraite. Alors, jusqu'à présent, lorsqu'on était en ce dispositif, le retraité, qui reprenait une activité, il cotisait à la retraite. Et il cotisait en quelque sorte à fond perdu, puisque ce n'était pas générateur de nouveaux droits pour lui. Quelque part, il cotisait pour les autres. Avec la réforme des retraites, il va y avoir la possibilité, en cas de cumul emploi-retraite, de pouvoir se constituer une nouvelle pension qui va être calculée sur ces nouvelles périodes cotisées. Et bien sûr, cette pension sera plafonnée. Donc, elle va être plafonnée à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui permet de se créer une pension de retraite complémentaire de 193 €. Alors, autre apport de la réforme de retraite, ça concerne le régime social des indemnités de rupture. En fait, dans le projet de loi et dans les rapports précédant le projet de loi, tout simplement, les députés se sont rendus compte que beaucoup de personnes prenaient leur retraite à l'issue d'une rupture conventionnelle. Et donc, pour un peu limiter ces effets-là, ils ont décidé d'aligner le régime de l'indemnité de mise à la retraite avec celui de l'indemnité de la rupture conventionnelle. Alors, le régime de la mise à la retraite est assez peu utilisé, mais en tout cas, ça obéit à une procédure assez encadrée puisqu'il faut interroger le salarié, que cette possibilité n'est ouverte que lorsque le salarié a atteint l'âge de 67 ans et qu'à partir de 70 ans, même si le salarié souhaite continuer à travailler, là, l'employeur a possibilité de mettre à la retraite. Et lorsqu'on faisait une mise à la retraite, il y avait une indemnité effectivement à verser. Donc en principe, c'est l'indemnité, le même montant que l'indemnité de licenciement, mais surtout une grosse contribution à payer à l'URSSAF qui représente 50% du montant de l'indemnité. Donc ça avait quand même un coût. Alors que là, pour la rupture conventionnelle, le montant de l'indemnité, lorsque le salarié ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est de 20%, c'est le forfait social, dès lors qu'on verse uniquement le montant minimum. Et lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise aux cotisations sociales comme le salaire. Voilà. Donc, la volonté du législateur dans le cadre de la réforme, ça a été d'harmoniser en fait ces deux régimes. Donc, depuis le 1er septembre 2023, c'est-à-dire depuis les ruptures intervenues au 1er septembre 2023, l'indemnité de rupture conventionnelle coûte plus cher puisqu'on passe d'un forfait social de 20% à une contribution patronale de 30%, sauf pour les salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite puisqu'il n'y a que
puisque ça coûtait plus cher avant. Donc, mais là, il n'y aura que cette contribution de 30%. Et les indemnités de mise à la retraite, eh bien, également, vont être soumises au même régime social, à savoir la contribution de 30%. En revanche, au niveau fiscal, ça ne change pas. C'est-à-dire que pour la rupture conventionnelle, les salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite, eh bien, l'indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise à l'impôt sur le revenu. Et de même que l'indemnité de mise à la retraite, son régime fiscal ne change également pas. C'est uniquement au niveau social. Donc, le bulletin officiel de la sécurité sociale a été mis à jour suite à cette nouveauté. Donc, ça s'applique effectivement aux ruptures de contrat. Donc, quand la date de rupture indiquée dans le formulaire de la rupture conventionnelle, c'est quand c'est à partir du 1er septembre. Et peu importe que les documents aient été signés au mois d'août ou au mois de juillet. Et donc, voilà, comme je vous le disais, donc ça va être imposable dès le 1er euro pour les salariés qui peuvent bénéficier d'une pension de retraite. Alors, concernant les rémunérations, on vous propose un focus donc, sur le partage de la valeur et l'intéressement sera abordé donc, par mon collègue de la banque Natixi qui va intervenir après. Alors, donc concernant le partage de la valeur, on a eu une loi très importante qui a été promulguée le 29 novembre 2023. Et cette loi, en fait, elle est issue d'un accord national interprofessionnel du printemps 2023. Et grosso modo, la loi a quand même repris la plupart des éléments, enfin des dispositions qui étaient prévues dans l'accord. Donc, la loi, elle est rentrée en vigueur le 1er décembre. Elle instaure des nouveaux dispositifs de partage de la valeur. Elle prévoit également des nouveautés concernant la prime de partage de la valeur. Et elle réforme un certain point relatif à l'intéressement, la participation et à l'épargne salariale. Alors, concernant la prime de partage de la valeur, la mise en place demeure inchangée, par un accord d'entreprise ou une décision unilatérale. Les salariés bénéficiaires, eh bien, les critères qu'on connaissait demeurent identiques. Et de même que les fameux critères de modulation de la prime, sur ce point-là, il n'y a pas d'évolution. Donc, pour rappel, la rémunération, le niveau de classification, l'ancienneté dans l'entité, la durée de présence pendant l'année écoulée ou la durée du travail prévu au contrat. Alors, juste un petit warning sur les critères de modulation. Ces critères ne doivent pas être disproportionnés. D'accord? Donc, ça a bien été précisé par la direction de la sécurité sociale et ça ne l'était pas dans le texte de loi. Mais effectivement, si vous versez une prime de partage de la valeur de 3 000 € et que vous décidez de donner 3 000 aux salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté et 50 € à ceux qui ont moins de 10 ans d'ancienneté, attention, en cas de contrôle URSSAF, l'inspecteur pourra redresser les sommes versées. Donc, avec la loi de partage de la valeur, eh bien, le dispositif est pérennisé, puisque sur les années précédentes, et depuis la mise en place de la prime en faveur du pouvoir d'achat, eh bien, chaque année, ce dispositif était renouvelé dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale. Donc là, sauf abrogation de la loi, bien entendu, mais c'est pérennisé. Donc les montants, ça reste les mêmes au niveau de l'exonération, 3 000 € par an et par bénéficiaire, et jusqu'à 6 000 € pour les entreprises qui sont dotées d'un dispositif d'intéressement qui applique de la participation volontaire, donc en moins de 50 salariés, et également les fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et celles qui versent à leurs travailleurs handicapés dans les ESAT. Et l'exonération s'apprécie par année civile. Alors, depuis le 1er décembre, il est possible, dans la limite des plafonds que je viens de rappeler, de verser 2 primes de partage de la valeur. Donc, c'est une souplesse qui est donnée, puisque vous pouvez décider en janvier de verser une première prime, et puis au mois de juillet, la trésorerie le permet, et vous décidez pour les vacances d'été de verser une deuxième prime de partage de la valeur. Et également l'apport de la loi, mais qui à ce jour n'est pas applicable, ça concerne la possibilité d'affecter la prime de partage de la valeur dans un plan d'épargne salariale ou retraite. Et donc, sur ce point, ça permettra une exonération d'impôt sur le revenu, quelle que soit la taille et l'effectif de l'entreprise.
et également de pouvoir mettre en place un abondement employeur lorsque la prime est affectée dans un plan d'épargne. Ce dispositif n'est pas applicable, c'est-à-dire la possibilité d'affecter dans un plan d'épargne, puisqu'on attend le décret d'application et qui n'est toujours pas publié. Alors, concernant le régime fiscal et social, il y a une évolution à compter du 1er janvier 2024, puisque les employeurs de moins de 50 salariés jusqu'au 31 décembre 2026 et pour les rémunérations inférieures à 3 fois le SMIC annuel vont pouvoir continuer donc de verser cette prime exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS, d'impôt sur le revenu et de forfait social. En revanche, pour les employeurs de plus de 50 salariés, eh bien, la prime sera seulement exonérée de cotisations sociales et de forfait social, sauf pour les structures de plus de 250 salariés. Donc, il y aura uniquement l'exonération de cotisations sociales. Donc, le dispositif reste intéressant, mais effectivement, pour les structures de plus de 50 salariés, eh bien, il est moins intéressant qu'auparavant. Donc, on espère que ce décret sur le plan d'épargne sera publié rapidement pour pouvoir permettre en fait de booster les effets de la prime de partage de la valeur. Alors, autre apport de cette loi de partage de la valeur, c'est la mise en place d'expérimentations et le législateur a été très loin puisqu'il ne s'est pas limité à prévoir ces expérimentations dans le secteur marchand et commercial, mais il a également prévu des adaptations et une expérimentation pour les entités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'objectif, c'est d'étendre les dispositifs de partage de la valeur aux associations, aux mutuelles, aux coopératives, et cela sans condition d'effectif, en tout cas d'effectif maximum, puisque ça s'applique à compter de 11 salariés dans la structure. Donc, on se réfère au calcul d'effectifs sur les 12 mois de l'année civile précédente. Donc, ça s'applique à compter du 1er janvier 2025. Donc, on a un peu moins d'1 an pour se préparer. Et donc, dans les structures associatives, lorsque le résultat excédentaire, donc déjà lorsque le résultat est excédentaire, et que cet excédent est au moins égal à 1% des recettes pendant 3 exercices consécutifs, et sous réserve que ce soit prévu par un accord de branche, donc au niveau des conventions collectives, eh bien, il y aura obligation dans la structure en question de mettre en place un dispositif d'intéressement ou un abondement dans un plan d'épargne salariale ou de distribuer une prime de partage de la valeur. Donc, comment ça va s'articuler mécaniquement? C'est qu'on va regarder au 1er janvier 2024 ce qui s'est passé 1er janvier 2025, pardon, on va regarder ce qui s'est passé en 2024, 2023, 2022. Donc, si sur ces 3 exercices, on a un excédent qui représente au moins 1% des recettes, eh bien, et que les conventions collectives et des accords de branche annexés et étendus qui l'autorisent, eh bien, dans ce cas-là, on va regarder pour mettre en place effectivement un dispositif de partage de la valeur. Mais il est fort probable dans pas mal de structures que le dispositif ait déjà été mis en place, et notamment si depuis plusieurs années, il y a une prime de partage de la valeur qui est versée. Mais en tout cas, si rien n'est fait, eh bien, il faudra mettre en place ou un intéressement ou un abondement dans un plan d'épargne salariale ou tout simplement une prime de partage de la valeur. Donc, je laisse la parole au Crédit Coopératif. Merci Céline, merci à Julien aussi pour vos interventions respectives. Donc effectivement, je reprends la main pour présenter les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite qui ont été mis en valeur et en exergue depuis la loi partage de la valeur. Donc effectivement, on peut passer les slides. Donc, au niveau du sommaire, on va représenter rapidement avec l'intérêt-épargne, mais on peut passer le sommaire, hein, c'est bon. Donc du coup, aujourd'hui, sur les structures des entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles sont confrontées aux mêmes défis, je dirais, que des entreprises classiques, voire peut-être un peu plus sur vos structures. C'est recruter et fidéliser les salariés, donc à travers notamment ces dispositifs qui peuvent vous y aider.
gérer les talents, donc ça fait aussi partie de la fidélisation, et aussi développer la marque employeur. Et Julien en parlait tout à l'heure, vous pouvez être confronté à des employeurs des entreprises privées, hein, donc effectivement, il faut pouvoir y faire face en motivant, fidélisant et attirant les talents. Alors, Natixis Interépargne, je vous le disais, nous sommes donc une filiale spécialisée du groupe BPCE, donc du Crédit Coopératif, sur ces sujets d'épargne salariale et d'épargne retraite. Donc, quelques chiffres, hein, nous gérons aujourd'hui plus de 30 milliards d'euros d'actifs en épargne salariale et en épargne retraite. Il y a un peu plus de 81 000 entreprises clientes, hein, donc tout type d'entreprise. Hein, ça peut être des professionnels, des TPE, des associations, des mutuelles, l'économie sociale et solidaire de plus en plus, des entreprises du CAC 40, etc. Et il y a aujourd'hui un peu plus de 500 collaborateurs sur cette partie épargne salariale et épargne retraite. Il y a une spécificité qui peut coller à l'ADN de l'économie sociale et solidaire, c'est que sur les placements financiers que l'on propose, on est particulièrement donc présent et leader d'ailleurs sur la partie de placement dit investissement socialement responsable et également investissement sur des placements solidaires. Voilà, et on gère aujourd'hui plus de 3 millions d'épargnants sur l'épargne salariale et l'épargne retraite. Alors, donc l'épargne salariale et retraite, donc c'est effectivement une des solutions pour partager la valeur créée au sein d'une structure, hein, que ce soit une entreprise classique ou de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est de pouvoir augmenter la rémunération des salariés avec un impact moindre sur la trésorerie. Donc, il va y avoir souvent des exonérations de charges patronales. Il va y avoir également pour les salariés des avantages sociaux et fiscaux. Le but, c'est à la fois de pouvoir motiver les salariés, de les fidéliser, j'en parlais, de les attirer lors de recrutement et de les récompenser également. Et ça répond à des problématiques d'actualité. On a évoqué la retraite pendant cette présentation, le pouvoir d'achat avec de l'intéressement de la prime partage de la valeur. Donc, ça englobe vraiment différentes problématiques et donc ça apporte des solutions aux entreprises que vous êtes, aux employeurs que vous êtes de l'économie sociale et solidaire. Alors, les solutions que l'on propose donc chez Natixis Interépargne avec le crédit coopératif, donc c'est tout d'abord la mise en place donc, de dispositifs d'épargne collective. Donc, à travers la première solution, c'est le plan d'épargne entreprise. Donc, le plan d'épargne entreprise permet aux salariés, avec l'aide de l'employeur, de se constituer une épargne à moyen terme, puisque lorsque je vais venir y verser, et c'est ce qu'on indique sur ce slide, donc de l'abondement, de l'intéressement ou une prime partage de la valeur lorsque le décret sera publié, eh bien effectivement, ça permet aux salariés d'épargner sur une durée de 5 années. Donc, c'est de l'épargne à moyen terme. Et ça permet également aux salariés ensuite, à travers la mise en place d'un plan d'épargne retraite collectif, de pouvoir se préparer sa retraite par capitalisation. Donc, c'est une retraite qui va venir s'ajouter à la retraite de base complémentaire à Agirc-Arrco et obligatoire. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous, employeurs de l'économie sociale et solidaire, d'accompagner vos salariés dans la constitution d'une épargne retraite et, on le disait également, de les accompagner dans des solutions d'épargne salariale avec des projets à 5 ans, comme la résidence principale, la préparation de l'acquisition de la résidence principale ou d'autres projets pour les salariés. Donc, vous le verrez, on a vraiment les deux volets, moyen terme et long terme, lorsqu'on va voir le schéma de ces dispositifs. Alors, justement, ces dispositifs d'épargne salariale, vous avez ici l'ensemble des flux d'alimentation. C'est le schéma global de ce que propose aujourd'hui le législateur. Donc, vous avez en haut tous les flux d'alimentation des plans d'épargne entreprise et ou des plans d'épargne retraite collectif. Le salarié, lorsque ces dispositifs sont mis en place, peut parfaitement effectuer des versements volontaires. S'il existe un accord d'intéressement auprès de son employeur, il peut aussi y verser donc, sa prime d'intéressement. Il peut également la toucher, mais il peut la verser dans ces dispositifs. Alors, concernant vos structures, vous n'êtes naturellement pas, ou très rarement, en tout cas très marginalement, donc équipés en matière de participation aux bénéfices. Alors, par contre, un des sujets sur lequel on travaille depuis au moins une dizaine d'années avec les structures de l'économie sociale et solidaire, et c'est souvent par ce biais que nous sommes rentrés en relation avec vous, c'est ce qu'on appelle les passerelles compte épargne-temps, plan d'épargne retraite. Donc là, c'est la faculté donc, qui est proposée aux salariés de transformer des jours de repos non pris, des RTT, des jours conventionnels, et de les transférer vers le plan d'épargne retraite. Nous y reviendrons. L'ensemble de ces flux d'alimentation, donc versement volontaire, intéressement,
Les jours de repos non pris et les comptes épargne-temps peuvent être également abondés par l'employeur. Donc, pour inciter le salarié à faire des versements volontaires, à verser de l'intéressement, par exemple, l'employeur peut également proposer une aide financière complémentaire qui s'appelle l'abondement. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on n'a pas encore mis la prime de partage de la valeur. On attend effectivement, comme le disait Céline, la publication des décrets. Et vous aurez à côté, dans les flux d'alimentation lors d'une prochaine réunion, la prime de partage de la valeur qui sera également mentionnée. Alors, l'option catégorielle, c'est ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite obligatoire. Ça, c'est très rare de le retrouver dans le secteur sanitaire et médico-social, mais sachez que c'est tout à fait faisable. On peut également mettre ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite obligatoire ou catégoriel, qui peut par exemple s'adresser uniquement aux cadres dans le cadre de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Une fois que les salariés ont effectué les versements, ils vont avoir le choix de verser donc, sur le plan d'épargne entreprise. Donc, je le disais, c'est une épargne qui est bloquée pendant 5 années. Alors, c'est bloqué pendant 5 années glissantes, ce que je verse en 2024, je récupère en 2029, 2025, 2030 et ainsi de suite. Ou alors, on le disait, ils vont pouvoir se constituer une épargne retraite. Et là, ils pourront débloquer lorsqu'ils vont liquider leur droit à retraite, donc sortir à la retraite. Ils pourront liquider leur épargne en capital ou en rente pour le plan d'épargne retraite. Et s'agissant du plan d'épargne entreprise, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement une sortie sous forme de capital. Alors, vous voyez sur la droite ici, depuis la loi PACTE d'octobre 2019, l'ensemble des salariés concernés vont pouvoir également, s'ils bénéficient d'un plan d'épargne retraite collectif, transférer des produits qu'ils détiendraient par ailleurs à titre individuel, du plan d'épargne retraite PERP, du plan d'épargne retraite individuel PER1, du préfonds, ou alors de l'article 83 du Code général des impôts, ils pourront le transférer vers le plan d'épargne retraite collectif auquel ils auront accès au sein de vos entreprises. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet sur l'abondement, donc sachez que l'abondement, comme je vous le disais, c'est facultatif. Vous pouvez, et on le verra sur le slide suivant, proposer un abonnement à vos salariés en mettant donc ce qu'on appelle un taux d'abonnement et également un plafond d'abonnement. Donc, chaque employeur, en fonction de ce qu'il souhaite mettre en place, va pouvoir choisir un taux d'abonnement entre 1 et 300% des versements du salarié. Il va pouvoir plafonner. Les plafonds sur le plan d'épargne entreprise, c'est 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est un peu plus de 3 000 € par salarié, et c'est près du double pour le plan d'épargne retraite collectif, puisque nous sommes à 16%. Donc, vous avez un exemple ici d'abondement. Donc, le salarié verse par exemple 2 000 €, et s'il est abondé à hauteur de 300%, l'employeur lui redonne 6 000 €, ce qui fait une épargne globale de 8 000 €. Donc là, c'est le cas qu'on vous présente est extrêmement favorable. C'est assez rare finalement de trouver ce 300% d'abondement. Mais entre 1% et 300%, effectivement, chaque employeur peut choisir son taux d'abonnement et également son plafond d'abonnement qui va naturellement dépendre du nerf de la guerre, qui est le budget que j'aurai à consacrer à ces dispositifs. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est simple, qui est souple. Je peux le revoir chaque année en négociation annuelle obligatoire. Je peux le mettre en place une bonne fois pour toutes et réaliser des avenants si je le souhaite. Et donc, l'intérêt de mettre un plafond par salarié, c'est que ça me permet naturellement de maîtriser le budget consacré à ce dispositif. Alors, on peut passer sur cette présentation, sur ce slide. Ensuite, donc l'intéressement. Donc, je vais compléter les propos de Julien. Donc, effectivement, Julien a parlé de ce qu'on appelle les critères de déclenchement. Donc, il faut effectivement mettre en place des critères de déclenchement au sein de l'accord d'intéressement. Et une fois que j'ai mis en place ces critères de déclenchement qui permettent effectivement d'associer financièrement les salariés, alors soit aux résultats, soit aux performances de la structure, ça permet aux salariés de bénéficier effectivement d'une prime d'intéressement qui est extrêmement souple pour lui. L'intérêt pour le salarié, c'est qu'il a le choix chaque année sur cette prime d'intéressement, soit de percevoir immédiatement cette prime d'intéressement. Donc là, on parlait de pouvoir d'achat, ça lui fait du pouvoir d'achat chaque année, s'il a une prime d'intéressement, ou alors de la placer sur le plan d'épargne entreprise et ou sur le plan d'épargne retraite collectif. Alors, la prime d'intéressement, une fois qu'on a les critères de déclenchement, on doit choisir, je crois que c'est sur le slide suivant, de répartir entre les différents salariés. Et cette répartition entre les différents salariés, elle se fait
soit de manière uniforme, donc quel que soit le salaire, le temps de présence du salarié, il aura la même chose, soit elle se fait de manière proportionnelle au temps de présence ou proportionnelle au salaire. Alors très souvent, ce qui se passe dans les accords d'intéressement qu'on a été amené à mettre en place, en règle générale, c'est une partie proportionnelle au temps de présence et une partie proportionnelle au salaire. C'est très rare, ça peut arriver, qu'il y ait de l'uniformité totale sur ce type de critères d'intéressement. Et effectivement, par rapport à ce qu'indiquait Julien au niveau des critères de déclenchement, il y a maintenant des critères dits RSE, c'est une nouveauté, et donc les salariés peuvent effectivement bénéficier de primes d'intéressement liées à des critères de performance ou à des critères RSE. Et nous, on a des accords d'intéressement clés en main à proposer à nos clients, ou alors on travaille également sur des accords sur mesure, si vous le souhaitez, pour voir ce qui est intéressant pour vous en termes de critères de déclenchement, puisque l'intérêt de ces accords d'intéressement, c'est qu'ils s'adaptent vraiment à la situation, à chaque situation de chaque employeur. Et on peut mettre des critères de déclenchement qui sont extrêmement libres et souples. Le tout, c'est que ces critères de déclenchement reposent sur des critères collectifs et mesurables au sein de chaque entreprise où ils sont mis en place. Alors justement, les nouveaux critères RSE, vous avez donc la consommation d'électricité, consommation d'eau, c'est quelques exemples. L'absentéisme au travail, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, donc on peut le baser sur des taux d'absentéisme. Et également, tout ce qui est accident de travail, c'est là aussi une nouveauté en fonction de fréquence d'accident de travail inférieure à un certain taux dans l'année. On peut donc compléter par rapport à aux critères classiques, je dirais, sur l'intéressement. On peut les compléter avec ces critères RSE. Alors, juste donc sur la passerelle temps, donc je vous le disais, la passerelle temps, donc c'est la possibilité qui est offerte à chaque salarié de verser jusqu'à 10 jours par an dans le plan d'épargne retraite. Ce versement se fait dans un cadre social et fiscal avantageux, tant pour l'employeur que pour le salarié. Pour un salarié qui touche une rémunération inférieure à un plafond annuel de la sécurité sociale, on est aujourd'hui à plus de 46 000 € bruts, donc ça va toucher un certain nombre de salariés. Si je compare à du salaire en tant qu'employeur, ça me fait une économie de charge à hauteur de 20,90%, puisque je suis exonéré de tout ce qui est charges d'assurance sociale sur ces transferts, et il n'y a pas de forfait social qui s'applique, quelle que soit la taille de l'entreprise. S'agissant du salarié, il a une économie, lui, de 7,30% de charges d'assurance sociale et il ne paye pas d'impôt sur le revenu, tout en se constituant une épargne retraite par capitalisation. Donc, je crois que si on clique, on va voir que si on compare à du salaire, par rapport à du salaire sur 100 €, le salarié il va avoir 73 € net dans sa poche. Et si on transfère sur le PERCOL, ça va lui faire 86 €. Voilà, donc il y a un avantage important pour le salarié. Il peut le faire chaque année à hauteur de 10 jours par an. L'intérêt pour l'employeur, c'est qu'il va pouvoir également diminuer son passif social. Donc, il va pouvoir réduire son passif social, sa dette vis-à-vis des salariés. Et pour le salarié, donc, pouvoir bénéficier d'une monétisation de ses jours pour se préparer une épargne retraite. Alors, les avantages sociaux et fiscaux, donc tous ces dispositifs sont exonérés de charges patronales, de charges salariales. Donc là, on est côté salarié, donc il n'a pas de charge salariale sur l'abondement, sur l'intéressement. Sur l'intéressement, il va pouvoir s'exonérer d'impôt sur le revenu si et seulement si il effectue les versements dans le plan d'épargne d'entreprise. Par contre, s'il ne fait pas de versement dans le plan d'épargne d'entreprise ou le plan d'épargne retraite, il va donc devoir payer un impôt sur le revenu sur cette prime d'intéressement. Alors, on peut passer sur ce slide. Voilà, donc là, c'est l'exemple. Alors, effectivement, on va aller sur le cas de déblocage anticipé. Donc, sachez que lorsque c'est bloqué 5 ans jusqu'à la retraite, j'ai ensuite des cas de déblocage anticipé. Les plus connus, c'est la résidence principale pour débloquer sur le plan d'épargne d'entreprise. Je peux également débloquer sur le plan d'épargne retraite pour ma résidence principale. Et après, vous avez donc mariage, Pacs, rupture de contrat de travail et tout un tas de cas de déblocage anticipé. Vous aurez de toute façon la présentation à votre disposition et donc vous pourrez voir l'ensemble de ces cas de déblocage anticipé. Alors, messieurs, merci de votre attention. Je suis désolé, j'ai dû aller un peu vite parce que je vais devoir vous quitter pour une autre réunion. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne réunion.
Merci beaucoup, Adrien. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Monsieur Huette, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julien. Écoutez, enchanté. Donc Jérôme Huette, je fais partie de l'équipe durabilité et RSE de PKF Arcelon. C'est une équipe nationale donc qui intervient partout en France. Et juste à titre indicatif, j'ai déjà évalué plus de 500 organisations, tout type d'activité, toute entreprise, association, collectivité partout en France. Voilà. Avant de commencer donc à parler de la RSE, donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on peut aussi dire évidemment pour vos organisations RSO, responsabilité sociétale des organisations. Il convient de prendre quelques secondes pour qu'on se mette un petit peu, qu'on soit tous conscients un petit peu de notre environnement. Vous avez à l'écran quelques images. Donc quelques éléments contextuels. Première chose, nous étions 1 milliard sur la planète Terre en 1804. Nous serons 9 milliards en 2050 et 11 milliards en 2100. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui génère vraiment une grande accélération qui a un impact sur les ressources naturelles de la planète Terre. Vous avez ici la 1,7. Aujourd'hui, nous consommons par an 1,7 fois les capacités de la Terre, et en tout cas les capacités de la Terre à régénérer son écosystème. Donc on surconsomme quelque part les ressources naturelles. On a une réalité qui est l'épuisement des ressources naturelles. On parle de l'or prochainement, on parle de l'argent, on parle du sable, hein, le sable aussi qui est une matière qui vient en épuisement. On constate tous évidemment une hausse des températures, c'est incontestable, et qui génère évidemment une urgence climatique. Donc c'est cette réaction en chaîne qui a des conséquences, s'il te plaît Céline, sur les humains et sur les entreprises. Sur les humains, évidemment, l'augmentation des catastrophes naturelles. J'étais il y a quelques semaines dans les Hauts-de-France. On a quelques organisations qui sont les pieds dans l'eau depuis plusieurs semaines, donc ça a des vraies conséquences pour les organisations et pour les hommes. Et puis, évidemment, pour les jeunes et pour les personnes qui ont des problématiques de bien-être. On parle de grandes démissions aux États-Unis, on parle de manque de formation. Donc, en fait, des talents qui ont des problèmes pour trouver du sens à ce qu'elles font. Pour les organisations, et ça vous concerne aussi évidemment 4 impacts importants. Le premier, c'est des difficultés de recrutement. Comment aujourd'hui je fais pour recruter et fidéliser les talents. Deuxième notion importante, c'est effectivement l'accès aux matières premières, aux ressources naturelles et tous les phénomènes inflationnistes que l'on connaît. Un sujet de réputation. Aujourd'hui, notamment à l'heure des réseaux sociaux, une organisation peut assez facilement être mise en doute et donc connaître des tensions sur sa réputation. Et puis un sujet important, et on reviendra tout à l'heure dessus, qui est l'accès au financement. Alors, la RSE, de quoi s'agit-il? Alors, lorsqu'on interroge les personnes sur leur représentation du mot RSE, lorsque j'allais dans les collectivités, par exemple, en 2015, pour leur parler RSE, on me disait la RSE, c'est écologie, cuit des petits oiseaux. Voilà. Donc, on a passé ce stade-là. Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle des RSE, on parle de responsabilité, on parle d'écologie, on parle de développement durable, on parle de parité, on parle de dépenses responsables, de nouveaux métiers. La RSE, c'est en fait, la suivante, s'il te plaît, Céline, c'est en fait l'application des principes de développement durable dans les organisations. Vous avez sur le petit schéma de gauche la représentation de ce qu'on appelle le développement durable avec trois piliers. 3 piliers fondamentaux, indissociables et qui ont tous leur importance. Le pilier social, le pilier économique ou territoire et le pilier environnemental. Et un développement durable, c'est quoi? En fait, c'est un développement qui répond à nos besoins sans que l'on compromette la capacité de nos enfants et petits-enfants à assurer leurs besoins. Donc, c'est un développement qui est viable, vivable et durable. Et en fait, la RSE ou la RSO, c'est quoi? C'est tout simplement l'application de ces principes dans les organisations.
Pour aller plus loin, je dirais que la RSE, c'est répondre aux enjeux de l'organisation, aux enjeux de son activité, aux enjeux de son territoire, avec 3 principes de base. Le premier qui est de préserver la planète, le second, prendre soin des humains, et le troisième, de produire ou d'agir de manière responsable. Voilà. Donc la RSE, c'est prendre connaissance de mes enjeux, de mon territoire et de mon activité. Alors, mettre en place une démarche RSE permet de répondre à un certain nombre d'enjeux et permet vraiment d'obtenir des bénéfices incontestables. Ça permet de gagner en efficacité. Alors pourquoi? Parce que finalement, on va réorganiser nos parties prenantes, on va faire du dialogue, on va faire de la co-innovation, du copartage, de la coopération qui vont permettre de remettre à plat nos fonctionnements et finalement de faire des économies, d'améliorer l'organisation, de contribuer à la protection de la planète. Ça permet de consolider sa chaîne de valeur, rassurer les investisseurs, conserver ses clients, ou en tous les cas conserver ou attirer, si je puis dire, les patients ou en tout cas les familles vers vous. Ça permet d'être créatif. Ça permet d'entretenir des relations saines avec les fournisseurs. Ça permet, on en parlait tout de suite, de ce qu'on appelle cultiver la marque employeur, donner du sens au travail, de capter les collaborateurs, de donner du sens au travail et d'affiner le projet de l'organisation. Ça permet bien évidemment de répondre aux exigences des citoyens, préserver la réputation. Et puis, bien évidemment, ça permet d'obtenir des financements. On sait qu'aujourd'hui, avec l'évolution réglementaire, on en parlera dans quelques minutes, demain, il sera nécessaire pour les organisations de démontrer quelles sont leurs actions sociétales pour pouvoir obtenir des financements, que ce soit des financements privés, publics ou bancaires. Suite à cette conférence, vous aurez deux liens de témoignages. Un premier témoignage qui émane donc de Sébastien Maillard. Sébastien Maillard, qui est le directeur général de l'association Cannes Armor, qui signifie le champ de la mer en breton. Cannes Armor, c'est une association donc dans le Finistère de 500 salariés qui accompagne environ 1200 personnes avec 29 établissements, des ESAT, un EA, des hébergements. Avec 35 millions d'euros de budget et qui a inscrit dans son projet associatif, qui a fait notamment l'objet d'une validation dans le cadre du CEPOM, le fait de mettre en place une démarche RSE. Et effectivement, donc dans la vidéo de témoignage, il vous expliquera quelles ont été les différentes étapes pour l'association de la mise en place de la démarche RSE et finalement ce que ça apporte à l'organisation. Et ça, je vous laisserai découvrir en exclusivité après, évidemment, le webinaire. Donc, je disais tout à l'heure, nous avons à peu près réalisé l'évaluation de 500 organisations, dont au moins une vingtaine d'organisations du secteur sanitaire et médico-social. Globalement, lorsque l'on regarde un petit peu vos enjeux, on peut les synthétiser de la façon un peu suivante. Donc, vous avez des engagements et des enjeux environnementaux, les émissions de CO2, la consommation d'eau, la consommation électrique. Vous avez des enjeux liés au capital social, les personnes, les achats responsables, la santé, le développement des compétences, la validité économique et la résilience de votre modèle, c'est aussi important. L'impact physique du changement climatique sur les personnes, et bien évidemment tout ce qui concerne l'éthique et la gestion réglementaire. Voilà. Donc vous pourrez évidemment, suite à cette conférence avec le support, lire l'ensemble des enjeux. Excuse-moi, Ouais. Jérôme, de te couper. Alors, c'est juste peut-être pour illustrer. Moi, je suis une association gestionnaire. Je souhaite m'engager dans une démarche RSE. Concrètement, je sais pas, dans ma gestion des déchets, comme tu l'évoques, de l'eau, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui doit changer dans ma gestion courante de mon établissement? Alors, je vais répondre de manière plus large pour revenir à ta question précise. Mettre en place une dynamique RSE dans une organisation, dans une association, ça se traduit pour moi par quatre mots. Le territoire, la dynamique, la conscientisation et la performance.
Alors, le territoire, parce que finalement, ça fait passer l'association ou l'organisation du statut « je suis une organisation spécialisée dans l'accompagnement des personnes » à « je suis un acteur économique du territoire ». Et ça, c'est vraiment un changement de dimension fondamentale. Deuxième mot, c'est la collective. C'est le collectif et la dynamique. Parce que finalement, on va mettre ensemble l'ensemble des personnes de l'organisation, aussi bien les personnes accompagnantes que les administratifs, que les techniciens dans les hébergements, par exemple, mais aussi les familles. Et finalement, ensemble, on va se réinterroger sur ce qu'est l'organisation et de quelle manière on doit être plus performante. La conscientisation, parce que ça permet vraiment de prendre conscience de choses effectivement comme l'eau, les déchets, l'électricité. Sur les déchets, c'est de se dire que le déchet, ce n'est pas un déchet. En fait, le déchet, c'est quoi? C'est surtout la matière première et la ressource de demain. Donc, de mettre en place une démarche RSE, ça permet d'aligner l'ensemble des parties prenantes sur ce que doit être le traitement des déchets, l'identification des filières, la façon dont on les trie, la façon dont on les collecte, et évidemment, la façon dont on le valorise, parce que les déchets ont une valeur. Voilà. Et bien évidemment, donc, et c'est le quatrième mot de ma démonstration, c'est la performance. Dans l'exemple que je citais notamment avec Sébastien Maillard et Canard Mort, ils ont des cuisines centrales et juste avant qu'on démarre cette démarche RSE, j'ai envie de dire, les robinets d'eau pouvaient couler à flot à longueur de journée et finalement, ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, avec la démarche RSE, on a pris conscience qu'il y avait cette ressource en eau, qui est une ressource précieuse, et qu'effectivement, il est important de la maîtriser, de la recycler, de la retraiter et de l'utiliser à bon escient. Et puis c'est vrai que peut-être pour prolonger ton propos, notamment sur être acteur de son territoire, c'est vrai que la responsabilité des organismes gestionnaires qui sont financés par des fonds publics, elle est d'autant plus prégnante et importante par rapport au secteur peut-être privé lucratif, puisque une des missions, effectivement, c'est que ces fonds publics, j'allais dire, ruissellent en tout cas sur le territoire. Ouais. Et c'est effectivement les propos de Sébastien Maillard dans son témoignage, c'est de se dire, on est une association, donc tous les ans, nous sommes invités au Forum des associations de Quimper. Et au Forum des associations de Quimper, on se retrouve à côté, c'est ses propos, de l'association des pêcheurs et de l'association de pétanque. Et en fait, le fait de mettre en place une dynamique RSE, de présenter des indicateurs, que je vous montrerai tout à l'heure, et de le faire savoir, et finalement, ça permet à l'association de changer de statut. Et je ne suis pas une association de loisirs, mais je suis vraiment un acteur du territoire, engagé sur le territoire et pour le territoire. Et ça, c'est fondamental. Et puis c'est attendu également, c'est vrai que les financeurs commencent à émerger des attentes des autorités de tarification, notamment de cette démarche vertueuse de la RSE, et qui peut ouvrir des portes, notamment dans le cas d'appels d'offres ou d'octroi de certaines subventions. Complètement. Et tu disais tout à l'heure dans tes propos la capacité pour l'ARS d'aller chercher des réserves, si je puis dire. Enfin, j'exprime de cette manière-là. Effectivement, le fait de pouvoir prouver qu'on est dans une démarche RSE avec tels enjeux, tel impact et telle dynamique, c'est aussi un moyen de faire valoir que l'utilisation de l'argent public que vous faites, elle est faite à bon escient. Et ça, c'est important. Céline? Alors, mettre en place une dynamique RSE ou RSO, c'est important. Mais comme tout projet, que ce soit le projet de construction d'un hébergement, d'un ESAT ou je ne sais quoi, il faut évidemment mettre en place des outils de pilotage pour suivre ces projets. Et la RSE, c'est la même chose. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des outils de pilotage. La RSE n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Néanmoins, l'évolution de la réglementation, et notamment européenne, fait que les organisations, notamment d'une certaine taille, on parle surtout des entreprises, à partir de 2024 pour certaines et 2025 pour d'autres, vont avoir l'obligation de publier des rapports de durabilité dans lesquels elles vont produire des indicateurs sur leur contribution ou leurs actions sur des thématiques sociales, économiques et environnementales. Et en fait, ça, c'est réalisé dans le cadre du Green Deal européen. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, l'ensemble de la finance européenne, que ce soit de la finance publique
ou de la capacité des banques sur les marchés financiers à se financer vont être fléchés sur des projets dits de transition énergétique, dits sociétaux ou dits, j'ouvre les guillemets, RSE. Alors vous, directement, n'êtes pas concerné par cette directive européenne qu'on appelle CSRD. Néanmoins, vous faites partie parfois de chaînes de valeur. J'ai par exemple dans nos clients ESS une blanchisserie qui est un ESAT, dont le donneur d'ordre est le groupe Accor, hein, donc des hôtels. Et aujourd'hui, le groupe Accor demande à cette blanchisserie d'ESAT quelles sont tes actions sur l'énergie, sur l'eau, sur l'emballage du linge et sur la typologie des produits lessiviels qu'elle utilise. Et finalement, la blanchisserie, qui n'est pas soumise, elle, à cette directive, elle doit se mettre dans une dynamique de produire des indicateurs et des actions qui vont dire ce qu'elle fait sur l'eau, sur l'énergie, sur les éco-emballages et effectivement sur l'utilisation ou pas de produits éco-responsables. Donc vous avez, j'ai envie de dire, par la force des choses, vous allez avoir à terme la nécessité de produire des indicateurs sur vos pratiques sociétales. Si ce n'est pas réglementaire d'un point de vue CSRD, ce sera nécessairement demandé par les autorités organisatrices, par les ARS, par les départements et effectivement aussi par les banques qui, elles, sont soumises à ces obligations. Juste peut-être, alors il y a une question dans le chat. Alors il y en avait une première, mais Tiffany y avait répondu. La première question, c'était en effet relative à la possibilité de télécharger le support. Oui. Donc en effet, via le QR code qu'on vous présentera à la fin de la présentation, vous pourrez le télécharger. Une autre question donc, qui était posée par Madame Catherine Mermeil-Meillon, c'était le décret tertiaire. Du décret tertiaire. Voilà, donc le décret tertiaire, effectivement, il est fondamental. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, c'est le décret tertiaire, c'est une obligation qui est née donc alors je crois que c'est depuis 2016, mais qui a commencé à produire ses effets au 31 décembre 2022, avec une obligation déclarative sur le site de l'ADEME. Ce décret tertiaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à compter de 2030, les établissements, mais aussi les entreprises, qui possèdent des bâtiments de plus de 1000 m² devront réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 40% au regard d'une année de référence, alors qu'il peut être situé en 2020 ou 2021 selon les cas. Et donc, il y a une trajectoire à déterminer d'ici 2030 pour réaliser ces économies d'énergie, avec donc cette obligation déclarative chaque année au 30 septembre, qui n'est pas contrainte. Enfin, cette déclaration est obligatoire, mais en tout cas, il n'y a pas de pénalité. Par contre, à partir de 2030, il y a des pénalités financières. Cette trajectoire, elle doit se poursuivre jusqu'en 2040 avec 50% d'économie d'énergie, 2050 avec 60% d'économie d'énergie. Bref, donc c'est un enjeu majeur pour le secteur avec des investissements assez lourds. Ça s'inscrit également dans ce qu'on se disait tout à l'heure sur les potentielles reprises de financement dans le cadre du renouvellement du CEPOM. Ça serait bien dommage de se faire reprendre des financements alors qu'il y a des investissements d'économie d'énergie significatifs à venir. Et puis je vais laisser évidemment la parole à Jérôme. Mais oui, en effet, ça s'inscrit dans le cadre de la RSE. Enfin, Jérôme, tu me confirmes? Oui, alors complètement. Dans le cadre de nos missions, on réalise des diagnostics RSE. Et notre diagnostic RSE a la singularité d'être un diagnostic qui se base aujourd'hui sur 106 textes publics qui font foi sur les thèmes du social, de l'économie ou de l'environnement. Alors, on a des textes réglementaires, des textes législatifs, des textes normatifs, des textes incitatifs, dont le décret tertiaire. Et effectivement, lorsqu'on va vous interroger demain, parce que vous souhaiterez réaliser un diagnostic RSE sur vos pratiques, dans le thème de l'énergie, finalement, on va vous poser un certain nombre de questions sur est-ce que vous avez fait des audits énergétiques, sur l'activité, sur les bâtiments, est-ce que vous avez écrit une trajectoire énergétique, est-ce que vous avez des énergies renouvelables ou pas, est-ce que vous avez fait du relamping, par exemple, et effectivement, on vous pose des questions sur le fait que vous êtes soumis ou pas soumis au décret tertiaire et que vous avez référencé sur la plateforme Opérate les indications qui vont bien. Donc, effectivement, le contenu du décret tertiaire rentre dans le sujet de la RSE. Voilà. Et c'est vrai que pour peut-être, s'appesantir dessus, il y a une logique de fond dans tout ça, il y a une vraie cohérence quand même, on peut le dire.
entre le décret tertiaire qui s'impose, qui va être réglementaire, la dynamique RSE qui est assez vertueuse, l'explosion, on l'a dit tout à l'heure, des coûts énergétiques. En face de ça, des financements également accordés par l'ADEME. Donc il faut vraiment aller sur le site de l'ADEME pour regarder les dispositifs qui peuvent vous concerner, puisque en face, on a en parallèle une réforme du CEPOM qui peut donner lieu à des reprises de financement. Donc en fait, il y a quand même une politique énergétique, mais qui a des effets, j'allais dire, multiples, à engager assez rapidement, puisque de toute façon, ça va s'imposer aux structures de fait avec le décret tertiaire. Et la dernière RSE, je le disais au préalable de mes propos, elle permet vraiment d'interroger son modèle. Je reprends l'exemple de Cannes Armor. Ils ont un ESAT qui est une cidrerie, qui fait du cidre en Bretagne. Et depuis 3 ou 4 ans, ils ont de plus en plus de difficultés à produire du cidre. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont des problématiques d'approvisionnement de pommes en quantité et en qualité. Et la RSE, en fait, c'est aussi se réinterroger, mais finalement, est-ce que cette activité de cidre en Bretagne, elle est pérenne? Est-ce que je serai en capacité demain d'assurer du travail à 30 travailleurs en situation de handicap dans cette activité? Peut-être pas. Et aller chercher des pommes dans un pays à 1000 km de la Bretagne, ça n'a pas de sens. Donc, ils sont en train de se réinterroger et savoir s'ils ne peuvent pas créer une autre activité, ou en tout cas réfléchir à notre activité qui permettra effectivement d'occuper et d'accompagner des personnes en situation de handicap sur un autre métier. Voilà. Donc, la démarche RSA, ça sert aussi à ça, effectivement. Alors, mettre en place des indicateurs, effectivement, on pourrait en citer une cinquantaine. Tu peux passer, s'il te plaît, Céline. On a chez PKF deux indicateurs spécifiques qui permettent de valoriser votre contribution au territoire d'un point de vue économique et d'un point de vue sociétal. Ce sont deux indicateurs qui sont factuels et opposables au tiers, notamment utilisés dans les appels d'offres, que vous pouvez aussi utiliser auprès, par exemple, des ARS pour valoriser vos actions. Ça permet de dire où est-ce que j'utilise ma ressource financière. Est-ce que j'utilise localement, pas localement? Donc finalement, ça permet de matérialiser mon ancrage territorial et ça permet de valoriser si cette ressource est utilisée à bon escient sur des sujets qui permettent, de réaliser votre métier, mais tout en préservant la planète, en prenant soin des humains et en étant, si je puis dire, et en agissant de manière responsable. Dans le slide, pardon, dans le support que vous aurez en communiqué, vous aurez des chiffres d'exemples qui vous permettront de mieux illustrer mes propos. Voilà. Donc, deuxième témoignage que vous aurez donc par lien, c'est effectivement le témoignage de Philippe Fillette. Philippe Fillette, donc, qui est le directeur de Les Ateliers Fruits Nantais. C'est 400 personnes en situation de handicap, un certain nombre d'EA, des blanchisseries, des espaces verts, des centres de tri. Il est également membre du conseil d'administration du NEA. Et effectivement, depuis 2016, de manière tous les 2 ans, 2 ou 3 ans, il fait produire par nous ces indicateurs de contribution au territoire et ça lui permet effectivement de valoriser l'ancrage territorial et sociétal de l'organisation auprès des élus, des collectivités et de ses partenaires. Alors, la RSE, c'est répondre aux enjeux de l'organisation, de l'activité et du territoire, mais c'est surtout une démarche pragmatique. Et nous, chez PKF Arcelon, on préconise une démarche en 3 étapes. Une première étape qui est plutôt d'initier la dynamique et pour ce faire, c'est effectivement de faire un diagnostic des pratiques, de calculer des indicateurs de contribution au territoire. Je peux passer à la suivante. Vous avez ici un exemple du diagnostic RSE que l'on produit où on a 18 thèmes, des thèmes sociaux, des thèmes territoriaux, des thèmes environnementaux. Vous aurez évidemment à loisir de les consulter dans le support. Deuxième étape, après avoir, si je puis dire, identifié, c'est de mettre en place la dynamique et d'agir. Donc, c'est faire de la formation, c'est faire des ateliers. On ne forme pas et on ne sensibilise pas de la même manière des managers, des salariés, des travailleurs en situation de handicap ou des familles ou des personnes que l'on accompagne. Donc, évidemment, il faut savoir, si je puis dire, se positionner avec les bons termes et les bons niveaux.
C'est aussi l'accompagnement, donc c'est la deuxième étape à l'action, c'est mettre en place une dynamique avec identifier ses enjeux et mettre en place des objectifs. Et puis la troisième suggestion que l'on peut vous faire, Céline, s'il te plaît, c'est l'engagement. C'est peut-être demain de produire des rapports RSE ou des rapports durabilité qui vont vous permettre de décrire quelles sont vos pratiques et quels sont vos engagements et ce vers quoi vous allez. Et puis ça peut être aussi pour certaines organisations obtenir le statut de société à mission ou association à mission, et le fait effectivement de pouvoir mettre dans vos statuts une raison d'être avec derrière des engagements statutaires qui sont, si je puis dire, opposables au tiers et vérifiés le cas échéant par des organismes de tiers indépendants. Voilà pour mon intervention sur la RSE et la durabilité. Merci, merci à tous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, du reste, il y a une question. Oui. Alors, Nantais, ouais, je te laisse peut-être répondre. Je vais répondre. Donc, comme je vous disais, je fais partie de l'équipe durabilité de PKF. Moi, je suis dans la RSE depuis 2015 et j'appartenais à une structure qui s'appelait Biomatitude et qui aujourd'hui appartient, enfin aujourd'hui en tout cas, fait partie de PKF Arcelone. Donc chez PKF Arcelone, notamment sur la partie RSE et durabilité, on maîtrise l'ensemble du spectre de la durabilité. Donc biome, c'était cette structure. Et juste pour la signification du biome, le biome, ça a deux définitions. La première, c'est la contraction de bio et homme. Et lorsqu'on parle de RSE et de développement durable, on parle bien de remettre l'homme au cœur du système, donc biome. Et la deuxième signification, c'est qu'un biome avec un E, ça désigne un écosystème. Et finalement, lorsque l'on travaille et lorsqu'on vous accompagne et lorsque nous sommes à votre côté dans le secteur de la santé et du sanitaire social, on est à côté d'un biome de votre écosystème. Voilà, c'est la définition du mot biome. Et donc, pour dégager un petit peu alors les tendances que vous connaissez certainement, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir de plus en plus de diagnostics RSE au sein du secteur, et ça permet de dresser un état des lieux effectivement, alors il ne faut pas parler à la place de Jérôme, mais au cadre de ce diagnostic, il y a des bonnes pratiques que vous avez certainement, et puis il y en a d'autres qui seront plutôt éclairantes sur certains aspects, l'idée étant de progresser et de s'inscrire dans cette démarche qui est extrêmement vertueuse pour plein de raisons. En tout cas, sachez qu'on est à votre entière disposition maintenant ou plus tard. Merci beaucoup de votre attention. Je vois que le timing est respecté, ce qui est plutôt rare puisqu'il est 11h31. Vous avez également ici donc les représentants du crédit coopératif au niveau régional si vous souhaitez les consulter, notamment au sujet de l'épargne salariale. On va vous présenter le QR code. Voilà, donc nos différents bureaux avec les manifestations qu'on a présentées. Le QR code, voilà, on va vous le laisser peut-être le diffuser quelques instants. Si vous souhaitez le scanner pour encore une fois télécharger le support. Donc dans le support, il y a la réforme de l'aide à domicile qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'évoquer puisque le temps est limité à 2 heures. Et puis également, Jérôme l'a précisé, le témoignage de 2 associations qui se sont engagées dans une démarche RSE. Et c'est vrai que ces témoignages, c'est ce qu'on voulait mettre en avant, puisque c'est du concret, c'est du vécu, et ça parle peut-être davantage que nos propres discours. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, on reste à votre disposition et on va laisser quelques instants encore le QR code à l'écran.